Sept mots écrits par le prince Philippe scellés pendant des années. Et maintenant, ils viennent de faire exploser le palais de Buckingham. Et si je vous disais qu'une seule lettre cachée dans les archives royales a le pouvoir de détruire l'héritage entier d'une reine consort, de l'effacer de l'histoire, de tout remettre à la seule femme que Camilla n'avait jamais vue venir, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, l'homme qui est resté silencieusement aux côtés de la reine Élisabeth pendant 70 ans, a laissé derrière lui une lettre qui ne portait pas seulement sur son héritage. C'était une arme, une bombe à retardement, un dernier acte de guerre. Et voici ce que le palais ne veut pas que vous sachiez. La reine Élisabeth a lu cette lettre avant la mort de Philippe. Elle a pleuré, elle l'a approuvée, et elle n'en a jamais parlé à personne. En ce moment précis, il y a des membres de la famille royale qui souhaitent que ce document ait été brûlé, qui ont essayé de le supprimer, qui sont terrifiés par ce qui se passera lorsque le public apprendra la vérité. Parce que ce que Philippe a écrit ne disait pas seulement que Catherine recevait l'argent. Cela disait « Camilla menace tout ce que nous avons construit. Il faut l'arrêter ». Pourquoi? Qu'est-ce que Philippe a vu se passer derrière les murs du palais? Qu'est-ce que Camilla a fait ou représenté qui l'a terrifié au point de devoir laisser des instructions depuis la tombe? Avant de révéler chaque détail choquant, les réunions secrètes, les clauses juridiques qui interdisent la famille de Camilla, à jamais l'alliance qui protège Catherine et le message cryptique du prince George qui est devenu viral, vous devez vous abonner dès maintenant. Appuyez sur ce bouton, activez les notifications car la machine de relations publiques de la famille royale travaille sans relâche pour enterrer cette histoire. Et l'algorithme de YouTube pourrait cacher cette vidéo avant que vous ne voyiez comment elle se termine. La découverte. Imaginez la scène. Un examen de routine des archives, des documents poussiéreux, des procédures attendues, et puis le silence. Le genre de silence qui précède le tonnerre. La lettre était enfouie sous des décennies de documents de succession, marqués uniquement du sceau personnel distinctif du prince Philippe et d'une instruction manuscrite glaçante, à ouvrir après mon décès, en présence du gardien et d'un héritier de sang. Pensez-y un instant. Ah si, hein? Philippe savait que cette lettre serait ouverte après sa mort. Il savait que cela causerait un chaos. Et il l'a quand même scellé. Pourquoi qu'est-ce qui pouvait être si important, si explosif, que le duc pose une bombe à retardement au sein même du palais? Voici où ça devient choquant. Très peu de gens au sein de la cour intérieure connaissaient même l'existence de cette lettre. Pas Charles, pas William, peut-être même pas la reine elle-même. Du moins, c'est ce qu'on nous a laissé croire. Lorsque le sceau a finalement été brisé, selon plusieurs sources présentes dans la pièce, le temps est semblé s'arrêter. Des fonctionnaires, des conseillers juridiques, le gardien du sceau privé, tous figés dans une incrédulité collective. Parce que ce que le prince Philippe a déclaré n'était pas subtil. Ce n'était pas diplomatique. C'était d'une clarté cristalline et brutalement directe. Sa fortune personnelle accumulée discrètement et entièrement indépendamment des comptes de la couronne devait être confiée à Catherine, princesse de Galles, et explicitement délibérément pas à Camilla, reine consort. Laissez cela vous imprégner. Le duc n'a pas seulement choisi Catherine, il a activement exclu Camilla, par écrit, et avec des témoins juridiques. Ce n'était pas une préférence, c'était une déclaration de guerre. Les personnes présentes lors de la lecture ont décrit l'atmosphère comme suffocante. Un aide a confié plus tard anonymement. On avait l'impression que Philippe avait surgi de sa tombe pour saisir la monarchie par la gorge. La formulation ne laissait aucune place à l'interprétation. Philippe évoquait le dévouement inébranlable de Catherine, au devoir le contrastant vivement. Et nous devons comprendre à quel point cela est dévastateur avec ce qu'il a appelé les motivations conflictuelles menaçant la clarté de la couronne. À qui pensez-vous qu'il faisait référence, qui représente ces motivations conflictuelles? Les implications l'ont frappé comme un train de marchandises. À Clarence House, où Charles et Camilla avaient assumé une permanence tacite de leur influence, la panique a éclaté. Les conseillers se sont empressés de vérifier l'authenticité du document. Pourrait-il s'agir d'un faux, d'une fabrication de tabloïds, des souhaits pieux de factions anti-Camilla? Mais chaque test, chaque vérification, chaque examen juridique est revenu avec la même réponse. Authentique, indéniable, final. C'était l'écriture indubitable de Philippe. Vive, délibérée absolue. Maintenant, voici où l'histoire prend un tour encore plus sombre.
Derrière des portes closes, les hauts fonctionnaires, ceux dont le travail est de protéger l'image de la monarchie à tout prix, ont débattu pour savoir si la lettre pouvait simplement être supprimée. Pouvez-vous imaginer le dernier souhait d'un royal enterré pour protéger une commodité politique? Des efforts chuchotés ont été faits pour la classer discrètement, pour minimiser sa pertinence, pour prétendre qu'elle n'avait jamais existé. Mais ces efforts ont été bloqués par un rare renversement interne de la part du gardien du sceau privé qui a insisté pour que la directive finale de Philippe soit respectée et officiellement enregistrée. Un responsable a plus tard décrit cela parfaitement. La lettre était un tremblement de terre politique déguisé en royauté. Mais attendez, parce que ce qui suit va absolument vous briser le cœur. De nouvelles preuves suggèrent que la reine Élisabeth elle-même connaissait la lettre. Selon des extraits de journal intime divulgués d'une de ses anciennes dames d'honneur, la défunte reine avait vu le document scellé quelques semaines avant la mort de Philippe. Elle l'a lu. Elle a compris ce que cela signifiait et elle a pleuré. Mais elle n'a rien dit. Elle n'en a parlé à personne. Elle a gardé le dernier acte de défiance de son mari caché dans le silence. Était-ce par respect pour les souhaits de Philippe? Était-ce par peur de déchirer la famille? Ou savait-elle que la révélée de son vivant détruirait la très institution qu'elle avait passé 7 décennies à protéger? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais le poids de ce secret transporté jusqu'à sa tombe nous en dit long sur le danger de cette lettre. La fracture que Philippe a constatée. Pour comprendre pourquoi le prince Philippe a adopté une position aussi dramatique personnelle et politiquement explosive, nous devons remonter le temps. Nous devons revenir sur ces dernières années et voir ce qu'il a vu. Derrière les sourires publics, les apparitions soigneusement chorégraphiées, les couronnements cérémoniels, le prince Philippe a été témoin de quelque chose qui l'a terrifié. Une monarchie en guerre contre elle-même. Au cours de ces dernières années de sa vie, Philippe a observé l'ascension de deux visions radicalement contrastées pour l'avenir de la couronne. L'une ancrée dans le devoir, la retenue et la tradition. L'autre dans la disruption, la réforme et l'agenda personnel. Et ce qui l'a le plus troublé, ce ne sont pas les scandales ou les gros titres des tabloïds. C'est ce qu'il voyait en privé. La division croissante entre deux camps montants qui menaçaient de diviser la monarchie en deux. D'un côté, William et Catherine incarnant la retenue, la responsabilité et le service discret. La nouvelle génération apprenant à porter le poids sans se plaindre. Cela fait des années que nous avons lancé le Centre royal pour la petite enfance. La raison de la création de ce centre était double. Il s'agissait d'améliorer les résultats de la petite enfance, mais c'était aussi notre prévention. De l'autre, Charles et Camilla projetant la réforme, la modernisation, mais suscitant une profonde inquiétude chez les traditionalistes et le public. S'il vous plaît, ne devenons pas trop politiquement corrects. Philippe, stratège chevronné qui avait passé des décennies à étudier comment les monarchies survivent et comment elles tombent, a reconnu le danger existentiel de cette double monarchie en attente. Lors de sessions confidentielles avec des conseillers principaux, il a exprimé des craintes qui ne portaient pas sur le changement lui-même, mais sur la confusion, sur deux avenirs tirant dans des directions opposées menaçant l'identité singulière de la couronne. Pensez à ce que cela signifie. Une monarchie peut survivre à un scandale, et elle peut survivre à une controverse. Mais peut-elle survivre sans savoir ce qu'elle représente? Selon plusieurs sources internes du palais qui se sont manifestées, Philippe a été particulièrement alarmé par l'influence croissante de Camilla sur l'opinion publique et la prise de décision privée. Soyons clairs, Philippe n'était pas étranger à l'exercice d'influence derrière le trône. Il avait joué ce rôle pendant plus de 70 ans. Il comprenait le pouvoir. Mais ce qui le dérangeait, ce qui le tenait d'éveiller la nuit selon un domestique, c'est que l'influence de Camilla semblait détourner les priorités de l'institution au profit de la personne. Loin du nous et vers le jeu. Sa préoccupation n'était pas personnelle. Elle était institutionnelle. Une monarchie construite sur le mystique et l'unité, croyait-il, ne pourrait survivre à des allégeances floues et à un but dilué. Dans une conversation documentée avec un haut fonctionnaire, une conversation qui n'a jamais été destinée à être publique, Philippe aurait lancé cet avertissement. Si vous permettez des lignes de pouvoir parallèles, la couronne perdra son centre. Laissez-moi vous demander,
En regardant la famille royale aujourd'hui, pensez-vous que ces craintes étaient justifiées? Parallèlement, le respect de Philippe pour Catherine était devenu profondément discret. Il y voyait quelque chose de rare, quelque chose d'essentiel. La discipline inflexible qu'il exigeait autrefois des jeunes membres de la famille royale. Plus tôt cette année, nous vous avons posé 5 grandes questions sur l'éducation de nos enfants de moins de 5 ans. Nous voulions savoir ce que vous pensiez de l'importance des premières années de la vie de nos enfants, la capacité de supporter l'examen sans scandale, projeter la stabilité sans spectacle, rester immobile quand tout le monde tourne. Et pour Philippe, cette immobilité n'était pas une faiblesse, c'était une force. Pendant que d'autres se livraient à des batailles d'images et à des guerres de relations publiques, Catherine restait simplement là, inébranlable, inébranlable présente. Selon un domestique qui a servi durant la dernière année de Philip à Windsor, le duc aurait une fois désigné Catherine comme la colonne vertébrale de la monarchie, même si personne ne l'avait encore remarqué. Des éloges très forts d'un homme qui n'en faisait que rarement. Mais les préoccupations de Philippe allaient bien au-delà des préférences personnelles ou des dynamiques familiales. Lors d'appels nocturnes à Windsor durant ces derniers mois, il avait soulevé des inquiétudes concernant des vulnérabilités de succession qui pourraient déstabiliser tout. Avec Charles approchant du trône, un roi qui avait attendu plus longtemps que tout autre héritier de l'histoire britannique, Philippe craignait que le scepticisme public persistant quant au rôle de Camilla ne puisse créer une crise constitutionnelle. Et si la confiance du public continuait de s'éroder, et si les factions internes se transformaient en déloyauté ouverte, et si l'équilibre délicat qui maintenait la monarchie stable depuis 1000 ans s'effondrait tout simplement. Pour un homme qui avait vu des monarchies tomber à travers l'Europe au cours du dernier siècle, il ne s'agissait pas de questions futiles. C'était un des avertissements écrits dans le sang de l'histoire. Et ainsi Philippe fit ce que les stratèges militaires font. Il planifiait chaque éventualité, y compris celle où il ne serait plus là pour tenir la barre. C'est ce qu'était cette lettre. Pas une vengeance, pas du favoritisme, mais une intervention stratégique. La convocation de Catherine. Lorsque la princesse Catherine fut convoquée à une réunion privée à Windsor, elle s'attendait à un autre briefing de routine, protocole, parrainage les responsabilités habituelles. Ce qu'elle reçut à la place fut une enveloppe qui allait changer sa vie à jamais. Le sceau avait déjà été brisé. La lettre fut posée devant elle sur un acajou séculaire entouré de portraits de monarques qui avaient connu leur propre moment de dérèglement. Et alors que les mots étaient lus à voix haute, dans la voix inimitable de Philippe, des sources disent que Catherine se figea complètement. Pas choquée, pas dépassée, simplement figée. Parce que ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de pouvoir, de loyauté et de trahison, le tout enveloppé dans un héritage impossible. Le prince Philippe l'avait nommée elle et non la reine consort, ni l'un de ses propres enfants comme gardienne de sa fortune personnelle. Une fortune constituée de trusts d'investissement et de comptes offshore entièrement séparés du patrimoine de la couronne des dizaines de millions de livres, accumulés discrètement au fil des décennies et maintenant à elle de contrôler. Mais ce n'était pas la richesse qui secoua Catherine au plus profond d'elle-même. C'était le poids de la confiance. C'était la réalisation que l'homme qui avait passé sa vie à éviter les démonstrations publiques de favoritisme en avait soudainement déclaré une avec son nom souligné dans l'encre de l'histoire. Plus tard seule dans son étude de Kensington, Catherine relut la lettre 3 fois. Son cercle intime, entraîné à lire ses silences, la décrivit comme frappée, mais pas incertaine, parce que les implications étaient absolument claires. Agir selon les souhaits de Philippe serait défier Camilla et peut-être Charles lui-même. Ignorer la directive serait trahir l'homme qui, dans son dernier acte écrit, l'avait choisi pour porter son héritage. Ce n'était pas juste un héritage, c'était une convocation. La réaction du prince William, selon plusieurs conseillers du palais, fut bien plus tourmentée. Il se retrouva piégé entre des loyautés impossibles. Un père qui venait de revendiquer le trône qu'il avait attendu toute sa vie et une épouse soudainement plongée dans une guerre par procuration à un jeu élevé qu'elle n'avait jamais demandé à combattre. Le prince de Galles devint apparemment tendu de manière inhabituellement irritable. On l'entendit faire les 100 pas dans la galerie est de Windsor en murmurant « Il savait exactement ce que cela provoquerait. » Parce que Philip savait. Bien sûr qu'il savait.
Le duc d'Édimbourg ne faisait rien par accident. C'était calculé, précis, conçu pour forcer un choix qui ne pouvait être évité ou retardé. Dans une famille où la loyauté se mesure par des murmures et des regards, cette lettre fut un coup de tonnerre qui ne cessa de résonner. Catherine, réalisant qu'elle avait besoin de conseils de la part de quelqu'un qui comprenait à la fois l'esprit de Philippe et les instincts de survie de la monarchie, se tourna vers la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance sans hésitation. La princesse Anne. Des rumeurs circulèrent sur une réunion discrète entre les deux femmes dans les jardins privés de Sandringham. Pas d'aide, pas de personnel, juste deux femmes face à une situation impossible. Anne, connue pour sa loyauté inébranlable envers son père, et l'institution aurait donné à Catherine un conseil qui s'avérerait décisif. Fais ce qu'il a demandé, mais fais-le à ta manière. Ces conseils ont peut-être été le facteur stabilisateur dont Catherine avait besoin, car ce qui suivit fut un modèle de jeu de pouvoir royaux. Catherine ne fit aucune déclaration publique. Elle n'engagea pas la presse. Elle n'expliqua, ne défendit, ni ne justifia. Mais ce qu'elle fit envoya un signal plus clair que n'importe quel communiqué de presse n'aurait pu le faire. Elle coupa toute communication directe avec Camilla. Pas un mot, pas un message, pas même un regard lors des événements publics. Pour une famille si dépendante de la diplomatie silencieuse de la lecture entre chaque ligne soigneusement construite, ce fut une réprimande plus retentissante que n'importe quel scandale. Ce fut une déclaration qui ne pouvait être mal interprétée. Et au fil des jours, les courtisans commencèrent à remarquer autre chose. Quelque chose de subtil, mais d'incontestable. L'influence de Catherine s'étendait discrètement. Les briefings étaient redirigés par son bureau. Les mises à jour de parrainage passaient directement par son secrétaire particulier. Les invitations à certains engagements de haut niveau lui étaient adressées en premier puis aux autres. L'équilibre du pouvoir ne changeait pas par des déclarations bruyantes ou des confrontations publiques. Il glissait subtilement, délibérément et de manière incontestable dans sa direction. La question que tout le monde au palais se posait maintenant était jusqu'où Catherine était-elle prête à aller, et plus important encore, jusqu'où Camilla irait-elle pour l'arrêter? La riposte de Camilla. Reine consort. Camilla n'a jamais été censée être mise à l'écart. Et lorsque la lettre de Philippe fut lue lors d'une réunion confidentielle du conseil privé, sa fureur fut immédiate et volcanique. Ceux qui étaient dans la pièce des courtisans chevronnés, qui avaient été témoins de décennies de drames royaux, ont décrit sa réaction comme explosive. Une aide à murmurer que des objets avaient été entendus voler dans Clarence House peu après. Parce que ce n'était pas seulement une question d'argent ou de domaine, c'était une question de légitimité et d'identité. De reconnaissance non seulement comme l'épouse de Charles, mais aussi comme une matriarche légitime de la monarchie. Et la lettre de Philippe avait touché le cœur même de cette revendication. En quelques heures, Camilla convoqua le roi Charles pour une confrontation privée. Ce qui commença comme une discussion tendue dégénéra rapidement en ultimatum voilé qui laissèrent même Charles secoué. Des initiés du palais ont affirmé qu'elle avait menacé de se retirer des fonctions publiques entièrement, de se mettre en grève pour ainsi dire, à moins que la question ne soit contenue et contextualisée avant que la presse ne puisse s'en servir contre elle. Pouvez-vous imaginer la pression? Le roi fraîchement couronné essayant de stabiliser son règne, se retrouvant soudainement face à un choix entre la dignité de sa femme et le dernier vœu de son père. L'équipe de Camilla commença à travailler en coulisses pour minimiser la pertinence juridique de la lettre. Des communiqués soigneusement rédigés suggéraient que le document reflétait des sentiments personnels, pas des directives juridiques. Des fuites sélectives furent organisées auprès de journalistes amicaux, laissant entendre que le prince Philippe avait rédigé de nombreuses notes privées au cours de ces derniers mois. Celle-ci n'était peut-être qu'une réflexion non classée, mais le mal était fait. La lettre n'était pas une oui-dire. Elle était signée, témoignée et enregistrée dans les archives royales. C'était aussi officiel que tout document royal pouvait l'être. Lorsque cet effort échoua, Camilla se replia sur elle-même, renforçant sa position parmi les alliés les plus puissants du palais, notamment le Clarion du protocole. Un cercle consultatif de longue date spécialisé dans les précédents constitutionnels. Le groupe se réunit pour une session stratégique privée à Highgrove,
où Camilla aurait exigé un audit complet de tous les parrainages royaux partagés où Catherine y avait une influence. L'objectif était clair: recalibrer le pouvoir, retrancher l'influence, réaffirmer le contrôle. Bientôt, des changements subtils mais délibérés commencèrent à émerger au sein de l'appareil royal. Deux organisations caritatives longtemps liées au prince Philippe furent soudainement redirigées sous la direction de Camilla. Une initiative éducative autrefois dirigée par Catherine fut mise en pause pour un examen structurel. Puis vint la manœuvre la plus audacieuse. Camilla commença à jeter les bases d'un rôle formel au palais pour son fils Tom Parker Bowles, sous prétexte de sensibilisation du public et de modernisation. Ce fut un signal clair. Cet héritage ne contournerait pas sa famille sans se battre. Mais ce n'était pas la fin. Des rapports firent surface selon lesquels le gardien des archives, la figure même qui avait autorisé la publication de la lettre de Philippe, faisait l'objet de pression. Selon une source, un appel téléphonique de haut niveau du bureau de Camilla souleva des inquiétudes concernant des violations de sécurité et la loyauté interne. Un langage que beaucoup interprétèrent comme un avertissement indubitable. Le gardien, un fidèle de longue date de la défunte reine et du prince Philippe, refusa de se conformer. Mais le message avait été envoyé. Défiez Camilla à vos risques et périls. Pourtant, même alors que la reine consort formait son cercle et se préparait à une guerre totale, une autre faction au sein du palais commença à se rassembler discrètement, autour de la femme que Philippe avait choisie, les quatre intimes. Tout le monde au sein du palais de Buckingham ne soutenait pas la riposte de Camilla. Lors de réunions feutrées menées avec le secret des opérations de renseignement, une nouvelle alliance puissante commença à se former. Les initiés l'appelèrent les quatre intimes. Leur mission était claire: protéger Catherine, honorer la directive finale de Philippe et s'assurer que la survie de la monarchie ne repose pas entre les mains de Camilla. Qui était-il, la princesse Anne? La fille fidèle de Philippe, qui avait toujours compris le poids de la responsabilité royale mieux que quiconque. La duchesse Sophie, dont la diplomatie discrète lui avait valu la confiance de toutes les factions en faisant le parfait médiateur. Sir Clive Alderton, le propre secrétaire particulier du roi qui, malgré son poste, n'avait jamais caché son malaise face à l'influence croissante de Camilla. Et Lord Fellowes, un juriste tellement ancré dans les protocoles royaux que certains l'appelaient l'archive vivante. Ensemble, ces quatre formèrent un rempart silencieux contre ce qu'ils considéraient comme une déviation dangereuse du cours de la monarchie. Leur première réunion eut lieu à l'abri des regards et Sandringham, apparemment organisée par le réseau personnel d'Anne. La sécurité était si stricte que même le personnel domestique fut tenu dans l'ignorance quant à qui se réunissait et pourquoi. C'est là que la directive sur l'héritage fut disséquée. La lettre de Philippe, sa validité juridique, ses implications et son message plus profond. Selon une fuite provenant d'un membre du personnel domestique qui a trouvé des notes jetées, le ton était urgent, l'ambiance était rebelle. Une phrase enregistrée dans ces notes résumait tout. Ce n'est pas une rébellion, c'est une préservation. Retenez bien cela. Il ne s'agissait pas d'acteurs clandestins. Ils étaient le système immunitaire de la monarchie qui s'activait pour combattre ce qu'ils considéraient comme une infection. Lord Fellowes souleva le premier des préoccupations cruciales concernant la structure des actifs. Si la fortune privée de Philippe devait être transférée à Catherine, un cadre juridique inviolable était nécessaire pour éviter toute contestation ou tout démantèlement. Sir Clive confirma quelque chose de choquant. Avant son décès, Philippe avait délibérément restructuré certains actifs investissements et trusts offshore, les rendant complètement distincts des actifs de la couronne. Ce n'était pas juste une question émotionnelle, c'était méthodique. Philippe planifiait cela depuis des années. Puis vint une révélation glaçante profondément enfouie dans la documentation successorale. Un codicille secondaire rarement mentionné et encore plus rarement compris. Il faisait référence à la nomination d'un gardien moral inébranlable. Une phrase jamais utilisée dans aucune directive royale précédente. Les quatre intimes interprétèrent cela comme une approbation codée de Catherine. Pas seulement pour l'héritage, mais pour quelque chose de beaucoup plus grand. Une passation de flambeau symbolique. Une garantie pour la conscience morale de la couronne. Voyez-vous ce que Philippe faisait réellement, il ne laissait pas juste de l'argent.
Il choisissait la conscience de la monarchie. La spéculation au sein du groupe s'intensifia lorsque la princesse Anne révéla quelque chose qui refonda tout. Elle avait personnellement remis la lettre originale de Philippe à Catherine. Cette admission silencieuse, si elle était vraie, signifiait qu'Anne était au courant depuis longtemps. Cela signifiait que le plan était plus ancien, plus profond et plus calculé que quiconque ne l'imaginait. Cela signifiait aussi que le rôle d'Anne n'était pas passif. Elle était la messagère du dernier testament de son père, et à bien des égards son exécutrice. Pendant ce temps, une autre force au sein du palais, le soi-disant cercle du Clarion, composé de loyalistes alignés sur Camilla et de traditionalistes de longue date, avait commencé à suivre les réunions des quatre intimes. Les tensions montaient. Le palais ressemblait de plus en plus à un échiquier, chaque camp manœuvrant discrètement mais délibérément. L'équipe de Camilla s'efforçait d'intercepter les communications. Les quatre intimes devinrent encore plus discrets, utilisant des intermédiaires, des notes manuscrites et dans certains cas des conseillers proxy pour protéger leur stratégie. Mais la lettre n'était pas le seul document laissé par Philippe. Et ce qui a émergé ensuite allait projeter une ombre encore plus sombre sur le règne de Charles. La disposition de coucher. Pendant des décennies, des murmures entouraient une clause présumée enfouie au plus profond des directives personnelles de Philippe. Une clause connue de manière cryptique sous le nom de disposition de coucher. Lorsqu'une annexe scellée fut découverte dans sa boîte de sécurité à Genève, un lieu choisi spécifiquement parce qu'il se situait hors de la juridiction légale britannique, tout devint plus important. Il ne s'agissait plus seulement d'une question de fortune. Il s'agissait de mettre fin à quelque chose ou à quelqu'un. Le document était crypté, lié par des protections juridiques qui s'étendaient à travers les frontières, les langues et les juridictions. Seulement 2 personnes étaient autorisées à y accéder. Le solliciteur de longue date de Philip Edward Lawsonby et la princesse Anne. Lorsqu'il fut finalement ouvert sous le silence de pierre d'une chambre forte à Genève, en présence d'avocats de 3 pays, la vérité surgit comme une vague de marée vers le palais de Buckingham. L'annexe officiellement intitulée Codicille 4B contenait des instructions d'une finalité stupéfiante. En elle, Philippe déclarait qu'aucun actif, qu'il soit matériel, symbolique ou institutionnel, ne pouvait passer à ou être transmis par un consort manquant de lignée souveraine. Écoutez cela à nouveau. Tous les mots résonnent. En effet, cela excluait Camilla et tout descendant ou dépendant d'elle de toute revendication. Pas seulement sa fortune personnelle, mais toute structure ou l'héritage portant son nom. Il s'agissait d'une rupture complète et délibérée exécutée avec la précision d'une frappe chirurgicale. Le langage était glaçant de clarté. La clause de coucher, comme le confirma plus tard son équipe juridique, avait été insérée comme un moyen de sécurité contre ce que Philippe décrivait comme la mauvaise orientation de l'équité institutionnelle vers des partis non liés par la succession royale. Il l'a présenté non pas comme une réprimande personnelle, bien que tout le monde ait su que c'était le cas, mais comme un acte de préservation constitutionnelle. Mais au sein du palais, personne ne doutait du sous-entendu. Camilla avait été exclue, officiellement, légalement, irrévocablement. La réaction fut instantanée. L'équipe juridique de Charles fut plongée dans une panique absolue. La légalité du codicille notarié en Suisse signifiait que le droit britannique n'avait aucune juridiction pour le contester. Il n'y aurait pas d'amendement discret, pas de reformulation à huis clos, pas de faille juridique. Pire encore, la clause était inviolable. Toute tentative de la contourner déclencherait une clause de réversion qui enverrait l'intégralité du patrimoine estimé à des dizaines de millions vers un trust externe et non divulgué. Si Charles s'y opposait, toute la fortune disparaîtrait de la portée de la couronne. Un conseiller aurait fait remarquer, Philippe a planifié cela avec la précision d'un général. Il n'a laissé aucune porte fermée. Mais peut-être que la question la plus accablante est devenue qui d'autre était au courant de cela? Les regards se tournèrent à nouveau vers la princesse Anne. La spéculation monta que Anne était au courant depuis longtemps de l'existence du codicille, qu'elle l'avait gardé en réserve comme une option nucléaire. Si elle avait omis de le divulguer, ce n'était pas par malice. C'était par stratégie. Attendant le bon moment, attendant que le palais se fracture juste assez pour que la clause ne soit pas perçue comme une perturbation,
mais comme une révélation. Anne refusa de confirmer ou de nier son implication maintenant, un silence qui en disait long. Pour ceux qui regardaient attentivement, une chose devint de plus en plus claire. Ce n'était pas juste une lettre finale d'un patriarche royal. C'était une détonation chronométrée soigneusement placée, conçue pour exploser au moment précis où elle causerait le maximum de dégâts à ceux que Philippe croyait menacer la survie de la monarchie. Et maintenant, la bombe avait explosé. Le coup de maître de Catherine. Dans un mouvement qui choqua même ses alliés les plus proches, Catherine riposta. Pas avec colère, pas avec vengeance, mais avec une précision chirurgicale. Une nouvelle fondation, un engagement symbolique et un transfert de pouvoir discrètement dévastateur qui protégerait l'héritage du prince Philippe d'une manière que personne n'avait anticipée. Elle n'a pas tenu de conférence de presse. Il n'y a pas eu de grande proclamation ou de spectacle médiatique. Mais tôt un matin, le Bureau des communications royales a publié une déclaration silencieuse qui allait remodeler l'ensemble. La création du Philip Stewardship Trust. Un organisme privé et indépendant conçu pour défendre les valeurs que le prince Philippe avait passé sa vie à défendre. Le service, le devoir, la résilience tranquille. Voici le génie. Le trust ne serait pas gouverné par le palais de Buckingham. Il répondrait au public et serait légalement autonome. Essentiellement, Catherine avait déplacé l'héritage de Philippe au-delà de la portée directe de la monarchie et plus près des gens qu'il avait si souvent affirmé être la seule raison pour laquelle la monarchie comptait. Les observateurs royaux furent stupéfaits. Les équipes juridiques qui avaient agonisé sur la clause de coucher se retrouvèrent totalement exclues. Catherine, d'un seul coup habilement orchestré, avait accepté la responsabilité des souhaits de Philippe sans paraître réclamer les bénéfices. Elle refusa d'hériter directement de la fortune. Au lieu de cela, elle nomma un cercle de fiduciaires des personnalités connues pour leur indépendance, leur intégrité et surtout leur loyauté envers sa vision. Ce faisant, elle refusa à Camilla tout accès. Pas par confrontation, mais par structure. Pas par émotion, mais par architecture. C'était brillant. C'était sans effusion de sang. Et c'était absolument dévastateur. Mais le message ne s'arrêta pas au compte bancaire ou au titre. Catherine réalloua plusieurs des parrainages les plus chers de Prince Philip, les affiliations militaires du duc, ses projets environnementaux, même les célèbres Duke of Edinburgh Awards. Tous redirigés non pas vers des membres seniors traditionnels de la famille royale, mais vers la nouvelle génération. Le prince George, la princesse Charlotte, Lady Louise Windsor. C'était un plan de succession silencieux, contournant le débat et l'émotion en faveur de la construction d'un héritage pour l'avenir. Catherine ne s'appropriait pas la mémoire de Philippe. Elle la plantait dans l'avenir où elle pourrait grandir, où elle pourrait perdurer. La réaction du public fut sismique. Les taux d'approbation pour Catherine grimpèrent en flèche vers des sommets historiques, des chiffres jamais vus depuis les premiers jours de la princesse Diana. Les éditoriaux la décrivirent comme la conscience de la couronne. Les médias sociaux explosèrent de ce que les commentateurs surnommèrent le couronnement silencieux. Pendant ce temps, l'image de Camilla, déjà fragile après la lettre, subit une brutale baisse. Les analystes notèrent que pour la première fois depuis des années, Camilla était devenue un emblème de division, tandis que Catherine incarnait la continuité. Et puis vint le moment qui fit taire tout doute persistant. Dans un segment inédit d'un documentaire d'archives de la BBC, des images gardées depuis des années, le prince Philippe apparut à l'écran assis aux côtés de la reine Élisabeth, parlant avec franchise des jeunes membres de la famille royale. Lorsqu'on lui demanda qui selon lui comprenait vraiment le devoir, il s'arrêta, sourit légèrement et dit « Catherine, c'est elle. Elle sait quand parler et quand laisser le moment parler pour elle. » Les images furent diffusées sur tous les écrans du monde. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. Le palais de Buckingham, acculé par la précision juridique et le sentiment public accablant, publia une brève déclaration. Elle reconnaissait formellement Catherine comme la gardienne des intentions caritables privées du duc. Aucune cérémonie nécessaire. Aucun fanfare requise. La reine consort resta silencieuse. Le roi Charles, selon ses aides, ne fit aucune objection. Une paix sembla s'installer sur le palais comme la neige après une tempête. Mais même alors que le calme revenait, un dernier murmure de l'intention de Philippe émergea de la voix la plus inattendue de toutes.
La nouvelle génération. C'était lors d'un engagement public discret au pays de Galles, caméra allumée presse présente, que le jeune prince George répondit à la question simple d'un journaliste. Que veux-tu être quand tu seras grand? Le prince de 12 ans se tenait à côté de sa mère, entouré d'enfants d'école, souriant ce sourire royal prudent qu'on leur enseigne dès leur plus jeune âge. Il s'arrêta, regarda brièvement Catherine, puis répondit. Je ferai ce que mon arrière-grand-père a demandé. Je m'en occuperai. Le moment fut capturé, diffusé et en quelques heures devint viral sur toutes les plateformes. La citation était cryptique d'une maturité troublante et immédiatement liée à la tempête qui avait secoué la monarchie pendant des mois. Était-ce répéter une coïncidence ou le plus jeune héritier avait-il déjà été attiré dans l'ombre d'un héritage écrit avant sa naissance? Les attachés de presse royaux se précipitèrent immédiatement pour contenir la retombée, la présentant comme une réponse fantaisiste d'enfant, un clin d'œil doux à l'histoire familiale. Mais à l'intérieur des couloirs du palais, les murmures suggéraient quelque chose de bien plus délibéré. Des sources proches de Catherine affirmèrent qu'elle avait commencé avec une grande prudence à initier George à la vie de Philippe. Pas par des briefings formels ou des leçons sévères, mais par la narration, des leçons guidées des après-midi tranquilles avec un tuteur privé soigneusement sélectionné. Ce tuteur, dit-on, fut choisi spécifiquement pour sa connaissance de la lignée royale, de la philosophie politique et des précédents historiques. George n'était pas élevé pour être simplement roi. Il était élevé pour comprendre la différence entre détenir la couronne et la mériter. Puis vint la rumeur qui saisit les observateurs royaux du monde entier. Les archives Philippe, la collection scellée des journaux intimes des lettres et des correspondances personnelles du duc, n'ont peut-être pas été détruites ou absorbées par la couronne comme on le pensait auparavant. Elles ont peut-être été mises de côté, protégées, destinées en fin de compte à George. Si cela s'avère vrai, cela signifierait que la voix de Philippe, ses principes, ses avertissements n'étaient pas seulement des échos du passé, mais des instruments pour un futur roi. Un guide pour un futur roi, écrit par l'homme qui a passé 70 ans à observer comment les monarchies survivent et comment elles tombent. À ce jour, un calme précaire règne sur le palais de Buckingham. Catherine continue ses devoirs avec la même grâce tranquille qui lui a valu le respect de Philippe. Le Philip Stewardship Trust opère indépendamment finançant des causes chères au duc intouchable par la politique du palais. Camilla remplit son rôle lors des fonctions officielles. Mais ceux qui observent de près disent que la chaleur entre elle et Catherine n'est jamais revenue. Le silence parle plus fort que toute confrontation. Le roi Charles, pris entre l'héritage de son père et l'amour de sa femme, a choisi une voie de neutralité publique. Mais les initiés du palais se demandent à quel prix, pour sa propre tranquillité d'esprit, la lettre scellée du prince Philippe ait fait exactement ce qu'il avait peut-être toujours prévu. Elle a tracé une ligne dans le sable. Elle a forcé la monarchie à confronter des questions qu'elle préférerait éviter. Elle a placé l'avenir de la couronne non pas entre les mains de politiciens ou de protocoles, mais entre les mains d'une femme qui n'a jamais demandé ce fardeau, mais qui l'a accepté de toute façon. Parce que c'est ce que signifie le devoir. C'est ce que Philippe comprenait. Et c'est ce qu'il voyait en Catherine depuis le tout début. Alors que pensez-vous? Le prince Philippe était-il un visionnaire protégeant l'avenir de la couronne? Ou a-t-il mis en mouvement un conflit qui pourrait finalement détruire la très institution qu'il s'est efforcé de préserver? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a autant choqué que les initiés du palais qui l'ont vécu, assurez-vous d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner. Parce que la bataille pour la monarchie britannique est loin d'être terminée. D'autres révélations arrivent. D'autres documents scellés pourraient encore faire surface. Et les quatre intimes, ils sont toujours là à observer, à attendre le prochain mouvement. Ne manquez pas ce qui se passera ensuite. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode. Dans le prochain